Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial du film ambitieux, audacieux. Je pense qu'on pourrait qualifier d'Anaïs Barbeau-Lavalette, excusez, Chien blanc. Oui, voilà, on a eu le plaisir. On dit souvent ça, le plaisir, la chance, le bonheur. En tout cas, c'est des belles rencontres, l'opportunité. Tout à fait. C'était de rencontrer Anaïs Barbeau-Lavalette. Évidemment, un casting international, fait qu'elle voyage pas tant que ça avec le reste de l'équipe. Quoiqu'à Cinémania, il y avait la présence de Denis Ménochet, mais bon, il faisait pas toute la tournée promo du film, c'est comprenable. C'est quasiment une rencontre imposante. C'est une personne extrêmement cultivée et réfléchie. Genre, voilà. Il y a beaucoup de points en commun de côté humaniste et des choses comme ça, mais... je sais, c'est ça. J'ai oublié d'y poser la question. Je me demandais, j'étais comme, toi, des fois, t'écoutes-tu des comédies niaiseuses? T'écoutes-tu American Pie pour te changer d'idée ou c'est tout le temps dans... Ça a l'air assez intense comme personnalité, mais c'était très agréable, honnêtement. Très généreuse aussi de ses réponses. Donc, on a appris beaucoup de choses sur les coulisses de cette production. Ben oui, d'autant plus que c'est ça, comme c'est un film qui vient d'un roman d'un auteur établi et mythique quasiment. Mythique, voilà. Fait que c'est un très gros défi à adapter. Fait que c'est très intéressant qu'elle ait de la substance dans ses réponses, justement, et qu'elle a réfléchi finalement à tout ce processus-là. Alors, Chien blanc est à l'affiche dans certains cinémas depuis le 9 novembre, sinon pour la plupart depuis le 11 novembre. Alors, on vous invite vraiment à aller le voir. C'est un excellent film, je pense, en général, mais aussi pour matière à discussion. C'est quand même, on traite justement du rôle des Blancs dans un combat pour les Noirs et les Afro-Américains. Fait que c'est ce que le personnage, les personnages de Romain Gary et de Jane Seberg vivent, et inspiré de l'histoire vraie de ce couple-là. Donc, Romain Gary a écrit le roman par la suite, alors qu'ils avaient accueilli un chien qui semblait en apparence très gentil et bien docile, mais finalement, c'était ce qu'on appelle un chien blanc, donc dressé pour attaquer les Noirs, les esclaves et tout. Alors qu'elle préférait juste le tuer parce que c'est une menace, lui se dit non, c'est pas sa faute, il a été éduqué comme ça, fait qu'il faut le briser, il faut le redresser, si on veut corriger cette fonction en lui, si on veut. Fait qu'il va faire appel à un super dresseur dans un chenil avoisinant qui est un homme, justement, afro-américain. Fait qu'il va avoir cette espèce de relation tripartite, et on ajoute à ça aussi, leur enfant et le contexte social américain, la lutte des Black Panthers et l'assassinat de Martin Luther King. Fait qu'une période très intense. Et justement, on discute aussi avec Anaïs qu'il y a eu d'autres œuvres qui ont été produites de ce mouvement, de ce courant-là. Fait comment le traiter, tout cela. Donc, sans plus tarder, on laisse la place à notre entretien avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial Le Chien blanc. Nous sommes en compagnie de la scénariste et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Bonjour Anaïs. Bonjour. Je pense que d'entrée de jeu, on peut peut-être revenir à la base. Comment c'est présenté à toi, ce roman, cette adaptation-là? Ça fait quand même un moment, en fait, que j'ai lu Chien blanc. La première fois que j'ai eu le livre dans mes mains, j'étais en train de réaliser Inch'Allah, donc ça fait 12 ans. Puis c'est la co-scénariste de Chien blanc, Valérie Beaugrand-Champagne, qui me l'a mis dans les mains en me disant il y a des liens entre ce que tu mets en scène dans Inch'Allah et le contenu de Chien blanc. Le lien étant que dans les questionnements centraux de Chien blanc et de Inch'Allah, c'est l'histoire donc d'une personne blanche qui se demande comment participer à une lutte qui a priori est pas sa lutte, qui se sent complètement interpellée et bouleversée par une lutte dont elle n'est pas la première victime, puis qui se questionne sur qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je dois faire quelque chose. Donc, dans Inch'Allah, le personnage d'Evelyne Brochu était une médecin donc canadienne en territoire israélo-palestinien, puis elle prenait part de façon plein de bonnes intentions, mais maladroite au final au conflit. Puis, quelque part, dans Chien blanc, il y a cette histoire-là aussi. Romain Gary qui trouve le chien qui a été dressé pour attaquer les personnes noires, qui se met comme défi un peu idéaliste de le guérir en le confiant à un dresseur noir dans un chenil. Et puis, ça se passe pas comme prévu. Puis, de la même façon, Jane Seberg, qui est liée aux Black Panthers, qui milite, mais qui attire beaucoup trop l'attention sans nécessairement le vouloir, mais de par sa notoriété, puis qui, au final, participe
sans nécessairement, évidemment, bien sûr, sans l'avoir voulu à la mort d'une jeune femme. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y avait des points communs entre Chien blanc. Tu m'as demandé si j'allais être volubile. Ah oui, on est satisfait, là. Il y avait des points communs entre Inch'Allah puis Chien blanc quand je l'ai lu il y a 12 ans. Je savais pas tout de suite que j'allais faire un film avec ça. C'est que tu t'étais dit, ça pourrait faire un bon film, ou tu l'as juste mis de côté, puis à un moment donné, il y a quelque chose en toi qui s'est dit, faudrait que j'y retourne, puis que je l'adapte. Pour vrai, ça prend un petit guts pour lire du Romain Gary, puis se dire, je vais faire un film avec ça. Ce film d'époque 1968, moi québécoise au Québec en 2000. Tu sais, je veux dire, il y avait quand même beaucoup d'utopie dans le désir d'adapter cette œuvre-là. Fait que je me suis pas tout de suite mis à y rêver. Tu sais, ça m'a pris un moment, mais ça m'habitait vraiment. Tu sais, j'ai quand même, à un certain moment, j'ai essayé de tirer le fil de l'histoire dans le livre en me disant, OK, outre ce que ça raconte, outre la réflexion si intelligente et immorale, mais magnifiquement humaniste de Romain Gary, qu'est-ce qui survit au livre? Est-ce qu'il y a une bonne histoire? Tu sais? Fait que j'avais écrit un 10 pages là-dessus qui a dormi dans mes tiroirs pendant un moment, jusqu'à ce que je le ressorte récemment en me disant oui, il y a un film moderne à faire avec Chien blanc. Puis penses-tu que c'est un peu une bonne chose d'être passé par la littérature, par la déesse des mouches à feu avant de réattaquer, alors qu'il y a beaucoup de similarités peut-être avec Inch'Allah? Tu sais, que t'aurais pas voulu faire, je sais pas, 2 fois de suite un film très semblable, genre? Ben, ils sont pas très semblables, en fait. J'ai pas vu Inch'Allah, je m'en excuse. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça va être intéressant de voir dans l'autre sens aussi, je pense. Mais non, mais ceci dit, les armes que je me suis fabriquées en tournant la déesse ont été extrêmement précieuses quand j'ai tourné Inch'Allah. Tu sais, le fait que ce soit une adaptation libre d'un roman. Excuse-moi, mais merci, Chien blanc. Quand le fait de tourner une adaptation, de me donner certaines libertés aussi dans les deux que je faisais avec l'œuvre originale, puis tout ça m'a servi quand je me suis attelée à Chien blanc. Là. On parle d'un auteur célèbre. Est-ce que c'est compliqué d'avoir les droits pour tourner le film? Après ça, comment on négocie tout ça? Oui, bien alors ça, c'est quand même un joli chemin de croix. Ouais. Là, tu sais, il a fallu évidemment donc approcher Gallimard en premier, qui est une grande maison d'édition française. Eux, ils étaient ouverts, très ouverts, mais ils m'ont dit de façon très claire, bonne chance, tu sais, c'est Diego Gary, donc le fils de Romain Gary et Jean Seberg, qui a les droits de cette œuvre-là. Et Diego, il vit reclus à Barcelone, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de courriel. Donc, tu sais, c'est une bonne idée, mais bonne chance, tu sais. Fait que, il y a un documentaire qui peut se faire juste là-dessus. Tellement, mais tout le processus de Chien blanc, ça aurait fait un documentaire, là. Tu sais, on n'aurait pas le temps d'en parler tant que ça, mais il y avait un making-of à faire. C'est bien parfait qu'il n'ait pas été fait, mais mon Dieu, ça a été vraiment quelque chose, ce film-là, dès le départ. Donc, je suis allée finalement cogner à la porte de Diego Gary à Barcelone, parce que j'avais mon livre « La femme qui fuit » qui était traduit en Espagne, puis qui sortait à ce moment-là. Donc, Gallimard m'avait donné l'adresse postale de Diego. J'ai été frappée à la porte, la grande porte de bois, là, tu sais, à l'européenne. Puis c'est Diego qui a ouvert la porte, qui est le portrait craché de son père. C'était vraiment une rencontre super émouvante, là. On a passé comme presque toute une journée ensemble chez lui à parler de Chien blanc, mais aussi de La femme qui fuit, pour se rendre compte que sans doute que ma grand-mère, dans La femme qui fuit, Suzanne Meloche avait côtoyé sa mère, Jean Seberg. Oui, j'avais vu ça, notre même époque. Ouais. Peu de femmes blanches mêlées à ces luttes-là, donc avec les Afro-Américains. Donc, tout ça, ces petits fils-là, nous a, fabriqué une espèce d'amitié un peu surprenante. Puis à la fin, il m'a dit, vas-y, fais Chien blanc. Puis on s'est écrit quelques lettres par la suite. Quand j'ai su qu'il allait jouer dans Chien blanc, je lui ai dit. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais lui, il n'avait pas besoin d'approuver une version de scénario? Non, il m'a vraiment donné carte blanche. Là. Il voulait pas être par-dessus mon épaule pendant l'écriture, heureusement, parce que c'est très difficile. C'est une histoire vraie, Chien blanc. Donc, lui était là quand ce chien est arrivé dans sa famille. Il a vu ses parents se déchirer autour de... Jean Seberg voulait tuer le chien. Le Romain Gary voulait le guérir. Cet enfant-là, Diego, était au milieu de tout ça. Il est dans le film beaucoup plus que dans le livre, d'ailleurs. Je pense que c'est parce que je l'ai rencontré. J'ai voulu lui donner une présence. Encore plus. Puis c'est beau, j'aime ça, avoir un enfant au milieu des tragédies des adultes. Là. Ouais. Le fait de camper le regard d'un enfant aussi, tu te dis que toutes les décisions ou tous les pas que feront ces adultes-là vont dessiner
la suite de la vie de cet enfant-là quelque part. Là. Fait que le fait d'avoir Diego dans le film, je trouve que ça projette un peu le futur qui se dessine. Moi, je dois confesser que je n'ai pas lu le roman, mais tu m'as donné le goût de le lire, assurément. Je voulais savoir, c'était quoi les gros défis d'adaptation? Ben, c'est un roman très dense philosophiquement. Romain Gary il y a une intelligence très particulière que j'adore. C'est un de ses romans les plus personnels dans le sens où c'est clairement autobiographique. Puis il fallait que je me défasse de toute cette substance philosophique-là, mais qu'elle existe en images, en souffle, en visuel et sonore. T'sais. Fait que c'est pour ça que rapidement, il fallait que je tire juste le fil dramatique. Qu'est-ce qui survit à l'intelligence de Gary dans juste le fil dramatique? Y a-t-il une bonne histoire? À partir du moment où oui, OK, il y a une bonne histoire, celle du chien qui débarque chez ce couple-là puis qui finalement est confié à un dresseur noir dans un chenil, c'est suffisant pour me dire, OK, à partir de ce fil conducteur-là et tout ce qui se déploie dans le background, dans le pays, donc qui est à feu et à sang, puis la question centrale, comme blanc, privilégié, comment je fais pour prendre part à cette lutte-là qui n'est pas la mienne. C'est ça. Il y a 1000 deuils à faire, mais qui n'étaient pas si difficiles à faire. Il faut comme faire confiance. Tout ce que Gary avait d'intelligent dans la matière première, dans le livre, je me dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose de profond qui émerge du film aussi. T'sais. Je voulais pas surplaquer de narration. Il y a la présence de l'écrivain, il y a la voix de l'auteur à quelques reprises, mais je voulais pas que ce soit trop présent. Mm-hmm. Puis, quelque chose qui m'a frappé dans mon visionnement du film, c'est la durée, qui était quoi, à peu près 1h40, genre? Oui, 1h35, oui. C'est ça. Est-ce que tu as eu une version de scénario qu'à un moment donné, c'était 2h15, puis on t'a demandé de couper, tu as voulu couper, c'est à cause du budget, ou tu as toujours voulu que ça soit concis? Ou moi, j'aime les films concis. La mode, ces temps-ci, est aux 2h35 et plus, là, surtout en novembre, là, on dirait que... Pour vrai, là, je me fous un peu de la mode, mais même si la mode c'est était mieux, à en 1h30, je l'aurais pas faite parce que c'était la mode. Mais c'est-à-dire que c'était le bon format pour l'histoire. Après, j'ai déjà eu une version de scénario beaucoup trop longue. Okay. Évidemment qu'on travaillait à couper, mais c'est vraiment au montage que tu sens que tu t'installes dans la bonne durée du film. Elle arrive toute seule, c'est pas toi la chef. Là, donc, il y avait des scènes qui ont été coupées qui étaient bonnes, mais pas pour raccourcir le film, mais vraiment parce qu'à un certain moment, c'est ça, elles nuisent à la scène d'avant ou à la scène d'après. Il y a une espèce de souffle qui est interrompu ou qui est ralenti. Donc, c'est ça, c'est ce qui se fabrique au montage, en fait. Quelle durée va avoir le film? Ouais, j'avais entendu qu'il y avait... On disait que le film avait 3 vies. C'était comme l'écriture, le tournage, puis le montage. Là, puis qu'à chaque fois, il y a comme... C'est pas exactement le même film, si on veut. Là. Ouais, on va y en donner 4 parce que je pense qu'on le fabrique vraiment pour maintenant. Donc, la vie, quand il s'en va de nous, puis qu'il vit sans nous, puis qu'il s'en va s'inscrire chez les gens, ceux qui le reçoivent, ceux qui sont touchés ou ceux qui ça fait réfléchir, c'est la plus belle de toutes les vies, là. Je pense que la plus importante, c'est pour celle-là qu'on le fabrique. Mais oui, effectivement, tu sais, il y a l'élan, l'écriture, c'est un film en soi. Le tournage, c'en est un autre. Le montage, effectivement, c'en est un autre. Puis là, moi, je trouve qu'une des plus belles, c'est celle, la avec 4e. L'accouchement, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est tout pour ça qu'on le fabrique, tu sais. Puis c'est toujours le magnifique mystère, tu sais. Quelle empreinte ce film-là va laisser chez les gens. Tu ne le sais pas. Évidemment, tu as des témoignages, il y a des gens qui viennent t'en parler. Mais de façon générale, ça appartient à quelque chose d'assez abstrait, en fait. Quelle trace laisse un film chez les gens. Alors, tu dis que c'est un film d'époque, qu'est-ce qui se déroule fin des années 60 aux États-Unis. Alors, concrètement, comment on s'y prend? C'est quoi des défis de tourner un film qui se déroule ailleurs aussi? Mm-hmm. Mais en plus, on était en pleine COVID. Donc, dans notre plan initial, on tournait aux États-Unis. Okay. Mais là, les frontières étaient fermées. On a tourné à Vancouver. On a recréé Los Angeles 1968 à Vancouver. Avec tous les défis que ça comporte. Mais on a tourné aussi à Montréal. Une partie du film a été tournée à Montréal, avec pas moins de défis, ceci dit. Mais on a été chanceux. On a trouvé une maison à Vancouver qui était à peu près le même modèle. On avait vu des photos où Gene Seberg puis Romain Gary habitaient exactement à cette époque-là. Donc, elle avait la même architecture, mais il
a fallu évidemment l'habiter, la remeubler, la transformer complètement d'époque à l'intérieur. Donc, pendant 2 mois, l'équipe de direction artistique a tout refait à l'intérieur et la végétation pour rendre ça américain. Donc, c'est ça. Un gros travail de direction artistique, là. Est-ce que tu avais déjà Denis Ménochet en tête pour incarner Romain Gary ou tu as eu des auditions par Zoom et autres? En fait, j'ai eu une première rencontre par Zoom avec Denis Ménochet assez rapidement. J'avais vu Jusqu'à la garde dans lequel il est foudroyant. Il n'y a pas de bon sens. C'est vraiment... C'est avec Bérénice Bejo aussi, celui-là? Non, c'est pas Bérénice Bejo. C'est l'histoire... En fait, c'est un personnage très difficile à jouer. Il fait un homme très violent. Un personnage vraiment... difficile à camper, puis je me disais, OK, il y a quelque chose de à la fois hyper charismatique et très, très à fleur de peau. C'est rare que je trouve ces deux aspects-là se côtoient, là, tu sais. Donc, puis Romain Gary a ça, tu sais, c'est l'intellectuel, le consul de France, il est intimidant. Puis de l'autre côté, t'as cet humain... écorché vif, là, trop poreux au reste de l'humanité, bouleversé par l'injustice, et qui est l'écrivain. Donc, ces deux-là se côtoyaient, puis Denis Ménochet, il porte ces deux espèces de facettes assez paradoxales, a priori. Donc, on s'est rencontrés virtuellement, on s'est parlé, il était super intimidé par le fait de camper Romain Gary, évidemment. Mais c'était beau, parce que la première affaire qu'il a dit, je veux dire, je me sens complètement imposteur, j'ai rien de Romain Gary, je viens pas d'une famille intellectuelle, puis j'ai dit, tu sais que Romain Gary a dit ça toute sa vie, tu sais, Romain Gary est né en Lituanie, il est juif, il est arrivé en France, il a appris le français, il est devenu finalement un écrivain reconnu, mais le syndrome de l'imposteur l'a habité jusqu'à la fin de sa vie, tu sais. Fait que Denis Ménochet sente ça dès le début, puis qu'il a senti ça toute... J'ai dit, ne perds pas ça, c'est parfait. Mais c'est une belle rencontre, puis il est incroyable, là, comme acteur. C'est vraiment un Stradivarius, là. Puis, ça me faisait rire parce que tu as dit aussi qu'il y a une partie du tournage qui a été faite à Montréal. J'imagine que maintenant qu'elle est de plus en plus connue, il y a comme un caméo de Sarah Monpetit, finalement, à la fin du film. Mais à ce moment-là, est-ce qu'elle avait fait Maria Chapdelaine ou même pas encore? Non, Maria Chapdelaine n'était pas sortie, mais il était tourné. OK, c'est ça. Puis là, il y a eu Falcon Lake depuis et tout. Fait que là, de la voir dans un petit rôle, je me dis, ça doit être qu'à ce moment-là, c'est pas comme un caméo, comme tel. Non, puis son rôle avait un peu plus d'ampleur initialement dans le scénario. Il y a quelques scènes qui ont été coupées au montage. Mais, tu sais, de toute façon, elle était tellement contente d'être là. Puis il y a vraiment eu rencontre dans ce tout petit rôle-là. Tu sais, c'est des rôles... il y a des personnages secondaires dans Chien blanc, mais qui sont hyper importants parce qu'ils balancent le propos, tu sais. Sinon, j'ai l'impression que sans ces personnages-là, ben là, il y a des gens qui écouteront qui n'ont pas vu le film, mais il y a évidemment le triangle du milieu, Romain Gary, Gene Seberg et Keys, qui est le dresseur. Puis, en filigrane autour, tu as tous ces personnages, dont un jeune que Gary Seberg héberge, qui est un jeune afrodescendant qui veut rejoindre sa blonde, son amoureuse, qui est jouée par Sarah Monpetit, qui habite en France, qui est une blanche, puis c'est problématique parce qu'il est en amour avec une blanche, qui porte son enfant. Donc, c'est une histoire en filigrane, si on veut. C'est pas l'histoire principale, mais elle est super importante pour balancer. Je trouve que sinon, on serait dans quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus chargé de haine puis de confrontation, alors que eux, c'est une trame d'amour, en fait. Il y a quelque chose de plus... de super important pour balancer le récit. C'était là déjà dans l'œuvre originale de Gary. Puis j'ai tenu à garder cette présence-là dans le film aussi. Et je lisais que pendant l'écriture est arrivée la tragédie de George Floyd et que tu m'y poses un peu à l'écriture, tu avais besoin de peu de recul et tout ça. Donc, comment ça a affecté un peu la suite de l'écriture du scénario ou changer ta perception peut-être de l'histoire? Bien, c'est-à-dire que, tu sais, évidemment, ça a affecté tout le monde. Hein. C'était difficile à recevoir pour tout le monde, mais je me suis dit que c'est ça. J'avais cette matière-là dans les mains et donc un certain pouvoir. Ça te donne un pouvoir de pouvoir faire des films. Donc, d'avoir... il fallait que je me questionne sur ce que je faisais avec ça. C'était extrêmement fragilisant. Je savais que je pouvais faire un film moderne, contemporain, puis que ces questions-là étaient écorchantes encore aujourd'hui, puis pertinentes. Mais là, c'était tellement... l'actualité était tellement violente, puis on était toutes vraiment au tapis. Puis encore là, moi, Blanche, je l'étais moins que les autres, qui étaient les afro-descendants. Je me disais
qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis le film pose les bonnes questions pour ça aussi. Est-ce que j'ai le droit d'être bouleversée? Pas autant que j'ai le droit. Mais qu'est-ce que je fais avec ce bouleversement-là? Là, j'avais un film entre les mains. Comment je le tirais de façon délicate vers la modernité sans avoir l'air d'exploiter la douleur contemporaine, tu sais. Est-ce que tu as eu des doutes de continuer ou non? J'ai eu, pour vrai, j'ai eu des doutes tout le long sur ce projet-là. Tout le long. Ce projet-là n'est que doute. Mais tu sais, les doutes, tu les embrasses ou t'es pognes par le collet puis tu dis, OK, let's go, on avance ensemble, tu sais. Et c'est une grande chance de faire ce métier-là. Puis, je veux dire, je pense que ce serait étrange de ne pas douter. Tu sais, c'est correct de douter. C'est beau. Faut juste pas que ça te fige, mais ça fait juste que ça génère des réflexions puis des remises en question nécessaires. Là. Puis, je revenais un peu, quand on pense aux personnages de Romain Gary et de Jean Seberg, on sait qu'ils ont malheureusement des fins super tragiques, pas dans le film, pas dans cet événement-là nécessairement, mais dans leur vie. Est-ce que ça vient teinter un peu ce que tu veux démontrer ou tu restes dans le livre que le roman présente, là, puisque je ne l'ai pas lu, je ne sais pas jusqu'où ça se rend. Mais... Dans le livre, aborde pas la mort. En fait, c'est sûr parce que c'est biographique, donc il l'a fini, il a mis le point final en 1970, évidemment, qu'il était vivant. Puis elle est morte 1 an avant lui. Les deux se sont suicidés à 1 an d'intervalle, Romain Gary et Jean Seberg. J'aborde pas ça dans le film, puis donc dans le livre non plus, c'était pas abordé. Ceci dit, il y a des éléments qui sont placés déjà pour projeter un peu la mort tragique de Seberg. Sans rentrer dans les détails de sa vie, elle a été ostracisée par le FBI qui a voulu salir sa réputation parce qu'elle supportait les Black Panthers. Ils ont réussi à la faire complètement rayer du milieu artistique hollywoodien. Puis elle a été aussi un peu prise en otage dans sa militance. Elle a rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment. Bref, sa fin est vraiment tragique. Puis Diego Gary a assisté aussi à sa chute, à tout ça. Puis d'ailleurs, Romain Gary et Diego Gary ont poursuivi le FBI en leur disant « c'est votre faute, vous avez tué Jean Seberg ». Et c'est seulement l'année passée que le FBI a reconnu ses torts. Ils ont trouvé des documents secrets qui mettaient du monde sur son cas puis qui sont arrivés à leur fin. En fait, c'est tragique. Là. Puis je pense qu'il y avait déjà eu une adaptation de Chien Blanc. De Chien Blanc. Ouais. J'ai vu qu'il y a un film, j'avais vu un film sur Jean Seberg il y a quelques années aussi, avec Kristen Stewart. Est-ce que tu consommes ces œuvres-là à ce moment-là ou tu préfères être sûr de ne pas les voir? C'est important de les voir pour savoir si tu es dans la redite. Est-ce que c'est super important? D'abord, avant de décider de faire Chien Blanc, j'avais vu le film qui a été fait en 1982 par Samuel Fuller, qui est vraiment complètement un autre regard sur l'œuvre. Là. Je me suis même demandé si on avait lu le même livre. Là, la question raciale est écartée. Le Romain Gary et Jean Seberg n'existe pas non plus. C'est comme un chien qui est un peu l'équivalent de jazz, mettons. Joe. En tout cas, bref, c'était vraiment pas la même porte d'entrée. Là. Fait que je me suis dit, OK, il y a clairement, je peux faire mon film. Après ça, le film Seberg est arrivé. On était bien avancé dans le processus. Là, ça m'a un peu déstabilisée. Mais en voyant le film encore, là, je me suis dit, non, mais nous, c'est Chien Blanc. C'est pas la biographie de Seberg. Puis, a priori, les deux peuvent se nourrir si le personnage nous intéresse. Mais j'avais vraiment pas l'impression d'être dans les mêmes plates-bandes de toute façon. Donc... Oui, c'est ça. Fait que tu donnes pas non plus à Denis Ménochet. Je pense que c'est Yvan Attal qui joue Gary. On est dans deux compositions différentes, finalement. Oui, puis dans Seberg, Attal, il est quasiment pas là, alors que moi, Gary, c'est mon ancrage. Là. C'est Gary et le chien, les personnages principaux. Justement, tu évoques la bête. Comment s'est déroulé le processus pour trouver le chien parfait? Ça doit être pas évident. C'est un vrai casting. Il fallait trouver, parce qu'il y a des scènes très... il y a beaucoup de scènes, le chien. Puis d'abord, il faut dire, là, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui écoutent, c'est un chien, mais c'est plus qu'un chien. C'est-à-dire, l'obsession de Romain Gary, c'est vraiment parce que ce chien-là a été éduqué pour tuer et il se dit que c'est le fruit donc de la monstruosité humaine qui l'a transformé. Donc, si on est capable de le guérir, il y a de la lumière au bout du tunnel. Le chien, en fait, il a été encadré par José Juteau, qui est une des plus grandes
grande dresseur animalière au travail au Canada puis aux États-Unis. Mais en fait, tous les animaux qu'on voit dans les films, en fait, c'est elle qui les encadre. Là, quand j'ai fait la déesse, puis que la déesse des mouches à feu, puis que le personnage principal tuait une perdrix. C'était sa perdrix à José. mais elle est spécialisée avec les bergers allemands. Donc, on a encadré le chien. Elle l'a dressé plusieurs mois à l'avance. Elle pratiquait les scènes avec lui. Il y avait un deuxième chien aussi au cas où, mais c'était le chien principal, Bowie, qui était c'est ça, le rôle principal. Les acteurs ont tenu à faire leur cascade. Donc, et Denis Ménochet et Jalil Swalby qui jouent Ballard et Casey Collins qui joue Keys sont venus répéter avec évidemment des protections, toute leur cascade d'attaque avec le chien. Il y avait des doubles au cas où, mais chacun a voulu, c'est ça, le faire au complet. Donc, ça a été... ça a été... Personnellement, j'ai trouvé ça très difficile de tourner avec un chien parce que tu as des scènes où est-ce que, bon, tu as une intimité, tu as un dialogue, mais tu as un chien au milieu. Donc, si tu as un chien, tu as évidemment le dresseur qui est à côté en petite boule qui parle au chien pour qu'il fasse ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, tu as comme une présence un peu surréaliste là, au milieu de ton plan. Puis, elle lui parle. Donc, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont à gommer en poste, mais il faut que tu vives avec très longtemps. Là. En poste, après, au montage, t'effaces le corps puis t'effaces la voix, mais pendant tout le long, pendant tout le dialogue, même si c'est un dialogue très intime, tu as quelqu'un qui parle à un chien au milieu. Là. Donc, c'était un peu laborieux à ce niveau-là, même si elle fait très bien son travail. Là. Mais c'est difficile, mettons. Ah oui. Ben, je pense pour ça que des fois, on voit qu'il y en a qui deviennent spécialistes à tourner avec des animaux ou tourner avec des enfants. Là. Ce ne sera pas mon cas, si je peux te le garantir. Est-ce que tu as déjà un prochain projet en tête? Je sais pas si... Oui, c'est un métier comme ça. Il y a toujours quelques projets en gestation, en fabrique. Puis c'est ça. C'est secret, là, pour l'instant? Ben, c'est secret. Je sais pas. Mettons, il y a une adaptation de La fiancée américaine en série télé que Guillaume Corbeil est en train de scénariser. Puis je travaille avec Catherine Léger sur une deuxième mouture cinématographique de Kamouraska de Anne Hébert. Donc, c'est elle qui fait l'adaptation. Encore là, c'est un peu la même démarche. On veut vraiment moderniser le contenu. Il y a un élan très féministe dans Kamouraska, dans l'œuvre originale. Tu sais, Claude Jutras avait fait un film déjà, mais encore là, je l'ai vu. Puis je me disais, le film que j'ai en tête reste à faire. Donc, on travaille là-dessus. OK. Et est-ce que tu aimerais adapter un jour une de tes propres œuvres pour le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose que tu y penses? On m'a déjà posé souvent la question par rapport à La femme qui fuit, mais c'est comme si je suis pas pressée. Il a comme pas fini sa vie. Il y a plusieurs souffles, on dirait. Puis le prochain, ça va être au TNM. En fait, ça va être sur les planches du théâtre d'aujourd'hui, monté par Alexia Burcher, puis adapté par Sarah Bertium. Peut-être éventuellement au cinéma, mais je suis pas pressée. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup. Puis bon succès à Chien Blanc. Merci.